Bienvenue, vous regardez Kiosque, Madame, Messieurs, ce dernier numéro de ce vendredi 21 janvier 2022. On va parler actualité ce matin. L'actualité économiquement reste dominée par cette rareté de l'or noir, les produits pétroliers. En tout cas, c'est fait de plus en plus rare. Au niveau de la pompe, le gouvernement annonce les réajustements de structures de prix dans 48 heures. Le ministre de l'économie l'a fait savoir avant-hier, lors d'une réunion avec son collègue des hydrocarbures Didier Boudimbou. Le mouvement, je vous avais dit ça hier, a commencé d'abord dans la partie Est, mais aussi au niveau de la partie Sud. Maintenant, on parle de Lubumbashi, on parle du Maniema, on parle des Kisangani, et le mouvement gagne du terrain à Kinshasa. Il y a deux facteurs très importants qui justifient en tout cas cette rareté. On parle de Mac à gagner, que le gouvernement jusque-là ne s'est pas payé avec les prix moyens frontières, mais aussi les problèmes de stockage. Est-ce que c'est réellement un problème? Bon, le ministre de l'économie l'a dit, on s'en tient à ce qu'il a dit. Alors, le réajustement aura quel impact sur les transports en commun, d'autant plus que plusieurs secteurs risquent d'être touchés, des secteurs d'ailleurs qui ont des points et des convergences avec les secteurs pétroliers. On va peut-être suivre ce que va décider le Conseil des ministres de ce vendredi. On en saura avantage. Deuxième thème, on va revenir sur cette démission virtuelle, finalement, vraie, fausse démission exclusive. Nous en parle ce matin. La 10e rue aurait tranché pour le départ de Jean-Marc Kabounda Kabound. Si vous lisez ces sites, on parle de la fatwa de Mama Marthe vis-à-vis de Kabound. Elle qui jusque-là, depuis la mort de Fé Etienne Tshisekedi, reste comme l'autorité morale de ces partis politiques. Mais pas de communication officielle, ça c'est des confidences à prendre avec beaucoup de pincettes. Bienvenue à vous. Kiosque, c'est aussi la mécanisation de l'État congolais qui parle de 22 870 fonctionnaires mécanisés qui vont recevoir leur rémunération avec effet rétroactif du mois d'octobre, novembre et décembre. Coût signé Jean-Pierre Liaou. Je parle du gouvernement, pas du ministre. C'est vrai que quand ça marche pas, on dit c'est le ministre, mais quand ça marche, on dit pas c'est le ministre, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement de la République. Très bonne nouvelle donc pour les fonctionnaires de l'État nouvellement mécanisés. Ils vont toucher les rémunérations. Jésus Beledou comme premier invité dans cette émission pour cette dernière, ces derniers numéros de la semaine. Bonjour et bienvenue. Merci Serge de l'invitation, bonjour et bonjour à mon co-débatteur et aux téléspectateurs. Grand débat hier dans le forum INPC Kinshasa sur les états généraux, Jean-Marie Kassamba qui lance l'idée et aussitôt, c'était ma réaction. Hein. Oui, justement, je suis de près les réactions des uns et des autres, s'agissant de la convocation des états généraux de la presse. J'ai quand même eu à prendre langue avec la partie dissidente, c'est-à-dire il y a l'UNPC où certains animateurs sont très méfiants vis-à-vis de ces états généraux parce que, disent-ils, déjà on est parti par des mauvaises bases dans la mesure où on annonce les états généraux de la presse, on établit un comité, mais on oublie l'UNPC. Il faut rappeler ici que lorsqu'on parle des états généraux de la presse, il faudrait associer l'Union qui regorge pratiquement 90% de journalistes de la RDC. Et donc c'était un combat qui, après plusieurs pressions, le ministre Mouyaya a reculé finalement en faisant de l'Union vice-présidente de cette structure dans les comités d'organisation. Et donc aujourd'hui, lorsque vous interrogez ceux qui sont méfiants, je ne citerai pas leur nom ici, ils vous disent clairement, c'est vrai qu'il y a eu des travaux préparatoires, mais l'option sera levée finalement lorsque toutes les parties seront réunies. Mais comment expliquer que le quota de l'Union, l'UNPC donc, n'est évalué qu'à 20% ou à 28 personnes. Pourtant, les États généraux connaîtront la participation de pratiquement 120 délégués. Et donc, ils se disent au niveau de la qualité et au niveau de la quantité, s'il faut lever les options par vote, l'Union sera le grand perdant dans ces États généraux. Ah oui. Ça, c'est le premier point. Il y a un autre point. Certains délégués des provinces qui sont conviés à ces assises qui devraient se tenir du 23, vous disent, nous avons reçu des appels aujourd'hui même pour se rendre à Kinshasa.
le 23, avant le 23, comment, vous le savez, on fait souvent des voyages dans les Kasaï. Je fais allusion ici à un sectionnaire du Kasaï, il vous dit, mais d'abord le vol ici, le trafic n'est pas régulier ici dans le Kasaï, c'est le cas aussi dans d'autres provinces. Comment, nous les sectionnaires... Ils doivent arriver les 23. Allons-nous mais il faut passer les tests Covid. Tests Covid, et puis sans sous. On vous invite, on vous intime l'ordre. Il aurait reçu un appel d'un collaborateur des Mouyaya. Comment on va faire pour atterrir à Kinshasa? Les réservations ont été faites? Quand on sait qu'en province, les réservations vont au-delà d'un mois. Et donc, c'est un autre couac. Et donc, j'espère que c'est pas fait à dessein. Au regard de tous ces éléments, c'est tout à fait normal que les uns et les autres s'agitent. J'ai suivi même, il y a une commission de l'Union, la commission des disciplines, qui a interpellé le président. On lui reprocherait d'être trop complaisant vis-à-vis d'une partie qui est allée à Zongo. Moi, je ne confirme pas qu'il ait des mèches avec, s'il existait, parce que c'est encore une hypothèse, s'il existerait une théorie du complot dans ces états généraux, je ne le confirme pas, mais je comprends la méfiance des autres, parce que, semble-t-il, c'est la branche la plus radicale qui combattait l'Union nationale de la presse du Congo, qui constitue la majeure partie de ces états généraux convoqués par Mouyaya. Lorsque, par exemple, on vous dit les congrès des Mwanda, en face, il y avait qui faisait les contrepoids de ce congrès, qui était contre la tenue de ce congrès? On vous citerait des têtes bien connues, je ne citerai pas leur... Au CESAC, comme certaines organisations... Au CESAC, on l'a vu, des points de presse tenus par notre doyen Tamandia, qui aujourd'hui occupe une place de choix dans l'organisation de ces états généraux. C'est tout à fait normal que les délégués de l'Union ou certains journalistes adhèrent à la thèse d'un complot contre l'Union, mais qu'à cela ne tienne, je vais terminer par là. J'ai quand même pris langue avec Jean-Marie Kassamba, puisque ce sont eux les trois délégués de l'UNPC. Jean-Marie, qui est le président sectionnaire Kinshasa, il a dit il veille au grain à ce que les intérêts de l'Union et qu'on ne gratine pas les prérogatives ou bien les compétences de l'Union à ces états généraux, afin finalement d'assainir le secteur de la presse. Merci beaucoup pour ce mot d'introduction de Jésus Beledou. Ce ne sont pas des craintes, mais c'est des inquiétudes. Lui-même l'a si très bien dit. Mike Gardi, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Serge Kabongo. C'est la fin de la semaine. Oui, certainement le dernier numéro de la semaine. Et c'est un plaisir de retrouver ces beaux plateaux de CCTV, notamment le plateau de Kiosque. La semaine, je la clôture toujours avec une chanson de Koffi Olomide. Vous pouvez me faire l'honneur de me faire une proposition d'une chanson qu'on va jouer à la fin de cette émission. Malheureusement, c'est pas ma musique. Malheureusement, c'est pas ma musique. Je sais que vous êtes fan de Koffi. Ah oui. Autant peut-être que Beledou, mais moi non. On va peut-être prendre quelle chanson? J'attends la réponse. Moi, je vais proposer. Oui. Sans anesthésie. Sans anesthésie. Ah oui. Je suis Koffi là. En fait, Koffi a chanté ces passages-là, mais c'est au début d'une autre chanson, et c'est par écrit. Je crois la chanson c'est Airways. Justement, mais la chanson ici, excusez-moi si vous le permettez, moi je suis Koffi, moi je suis fan de Koffi, il faut le signaler. Et je suis vu une fois Koffi, on a posé la question, quelle est la meilleure composition et la meilleure chanson que tu aies chantée sans réfléchir et dit sans anesthésie. Et du coup ça m'a tiqué. Je me dis, bon, avec ce répertoire, lorsque l'homme ne réfléchit pas deux fois, il donne un titre, et puis quand je m'intéresse au contenu, quand j'écoute les contenus, je me dis, si Koffi n'est pas inspiré par les anges, c'est que c'est le démon Lucifer qui l'a inspiré cette chanson. Allez, moi je préfère plutôt Airways. Je vais chanter, je vais prendre un morceau. Est-ce que na koko kapé, kola la poni sokala li penelanga, kotanela tongo vivant, première nuit naïe d'amour. Allez, ça c'était bien pour votre côté, Koffi Olomide. Mike, les états généraux, vous avez quelque chose à dire? Non, sincèrement pas, parce que je ne suis pas dans les secrets des dieux. Les multiples guerres intestines qui sévissent, d'abord au sein de l'Union, mais également avec les différents partenaires, notamment depuis un certain moment, je suis en train de suivre ces dossiers, l'UNPC qui déjà depuis un certain moment semblait un peu sceptique sur l'approche choisie par le ministre Mouyaya dans l'organisation et la convocation des États généraux. C'est quelque chose qu'on a souhaité de tous nos voeux, parce que moi je suis de ceux qui estiment également... La profession est en train de partir. La profession est en train de partir et que forcément il faut trouver, comment on dit, un moyen de sauver la profession. Moi par exemple, quant à ces questions des États généraux, je sais que généralement l'organe décideur au niveau de l'UNPC c'est le Congrès, notamment avec
les réformes et quelques améliorations de textes. Mais je crois que ces états généraux nous feront un peu du bien. Ça permettra quand même de voir des plus clairs ce qui arrive finalement à ces métiers qui est en train de mourir du jour. Trop de moutons noirs, trop de brebis galeuses qui envahissent la profession, qui ont échoué dans leur profession, ils viennent faire de la profession les commerces, le business. Au nom de la libéralité, on a finalement cautionné, accepté tout. Finalement, c'est devenu, j'aime pas trop le dire, mais c'est une vérité. C'est pas pour jeter le stigmate. Je crois que si on fait pas attention, dans les jours à venir, le métier de journaliste, du journalisme ressemblerait au métier d'enseignant de l'école primaire, qui d'ailleurs du reste est en train d'être redressé. Mais nous sommes devenus la rusée de toutes les professions. Chez le médecin, il y a quand même de l'ordre, je ne parle pas en termes de l'ordre de médecin, mais la discipline. On ne devient pas médecin QV qui se réveille un matin. Chez les avocats, c'est la même chose, même chez les infirmiers, même chez les, comment on dit, les accoucheuses. Hein. Oui. Il y a quand même la discipline. Ouais, mais c'est ce que je dis, la question de la discipline, je sais que cette thèse-là de pouvoir créer un ordre... À qui on donne la carte de presse? Un monsieur qui vient, une dame qui vient, parce qu'elle a une caméra et un micro, elle donne 20 $, vous ne vérifiez même pas pendant combien de temps il a été dans la profession, qui l'a formé, il a passé son stage où, allez, on lui délivre la carte de presse, parce qu'elle a donné, ou il a donné 20 $. Ça vous évoquait également, on n'a pas besoin d'aller de s'émuer en ordre pour pouvoir contrôler ces histoires-là. La question, c'est l'UNPC qui aujourd'hui délivre ces cartes-là. Sur base de quel critérium? Comment on fait? Est-ce qu'on a le temps de pouvoir vérifier les informations présentées par un demandeur de la carte? Je ne pense pas. Et je crois que ça, c'est une question d'organisation interne. On peut aujourd'hui devenir un ordre si on y va avec tous ces désordres-là. Si on y va avec notre façon de vouloir faire les choses-là, je pense que ça sera blanc, bonnet blanc. Le problème, c'est d'abord la responsabilité des gens qui sont à la tête de ces différentes structures. Aussi, comment dirais-je, dans la profession, il faudra qu'on sache que c'est un métier qui mérite du respect et que finalement, moi particulièrement, je dis, le plus grand problème dans le métier de journalisme, c'est d'abord le texte. Nos textes sont trop lourds et aujourd'hui, c'est une profession de la libéralité qui a été ouverte à tout le monde. Finalement, les résidus de la société, je sais que c'est péjoratif, mais je me permets de le dire, finissent par atterrir là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on fait évoluer les métiers en mal. Les gens qui confondent le moyen de communication et la communication en tant que science. Voilà. J'ai déjà vu de gens, un grand responsable te dire non, la communication évolue aujourd'hui, WhatsApp et autres. Je lui dis non, vous vous trompez. Twitter. Ça, ce ne sont que de moyens. Voilà. La communication garde ses principes, ses règles, ses justes et coutumes, peu importe la méthode, peu importe le moyen, peu importe les outils que vous utilisez. La technologie n'est pas venir abolir la vie ou la profession journalistique. Il a fait évoluer à certains égards, mais ne croyez pas que c'est devenu une manne où n'importe qui peut venir recruter les jeunes d'un parti politique pour parler en bien de vous. Et vous pensez que c'est ça la communication? Ça n'a rien à voir. Vous voyez, la preuve, regardez. Les patrons d'entreprise, les DG, les DGA, vous avez des ministres, ils pensent que pour que je sois mieux coté, il faut que je recrute les communicateurs ou les jeunes des partis IDPS ou MLC quand ils vont se mettre sous les arbres ou au coin d'une avenue. Et ils pensent que c'est ça la communication. Et ils pensent pouvoir défendre. Alors que la meilleure des choses à faire, c'est qu'on peut faire cette communication-là. Les finalités, nous le connaissons tous. Ça n'aboutit jamais à rien. Merci. La meilleure des choses à faire, c'est de pouvoir mettre de la technicité. C'est comme en droit. Quand vous voulez apporter des éléments de langage dans la communication, on prend le temps de chercher, on prend le temps de présenter les moyens de défense pour expliquer par A plus B comment et pourquoi la personne mériterait la sympathie de l'opinion. C'est pas en chantant ça n'a rien à voir, ça ne change rien. Vous parlez des éléments du langage et ça s'apprend à l'école. Hein. Il faut payer les frais. Hein. Si on reste sur cette question de la communication, de la presse, du journalisme et le regard que les gens ont sur cette profession maintenant, crois-moi, on va s'énerver ici et finalement on va prendre tout le temps ici. Allez, Mike Gardy, qu'est-ce qui se passe-t-il? L'or noir s'est fait de plus en plus rare. Bon, également, comme vous, j'ai appris la communication du ministre de l'économie. Il a évoqué le raison que vous venez d'évoquer dans votre présentation. Mais quand on regarde les effets, je me rends compte que finalement, c'est également une question de politique. J'ai l'impression que dans l'approche sociale, dans la gestion de crise sociale, le ministère de l'économie semble présenter beaucoup trop de faiblesses. Pourquoi je le dis? Au-delà de cette tension, nous avons tous suivi ce qui s'est passé récemment avant la veille avec les opérateurs économiques dans le secteur de l'agro-industrie. Le plus grand problème, à mon humble avis, c'est la gestion, c'est-à-dire garder le tandem entre le privé et l'administration publique.
Mais au-delà de ça, je crois que la rareté dans le pétrole peut également résulter de la faiblesse en termes de production. Je me rappelle que depuis septembre 2021, le gouvernement congolais, grâce aux efforts de Didier Boudimbo, a fait un effort de pouvoir trouver un accord pour l'exploitation commune du bloc 14 entre nous et l'Angola. Au-delà de ça, depuis le mois de décembre, on devrait lancer un appel d'offres pour pouvoir permettre à ce que nous ayons de manière formelle des partenaires ou encore des privés qui peuvent exploiter le potentiel sur le plan pétrolier mais également gazier. On a des problèmes avec Dan Gertler, semble-t-il qu'on n'avait pas encore fini avec lui. Hein. Oui, mais le problème avec Dan Gertler, je crois que c'est un problème qui doit être résolu, c'est un problème de titre de droit d'exploitation. Je crois que c'est un dossier en cours qui est en train d'être traité. Après, ça a été reporté au début du mois de janvier. Jusque-là, malheureusement, il n'y a aucune nouvelle. J'ai tenté d'en avoir les informations à gauche et à droite. Finalement, jusque-là, personne n'est en mesure de dire de manière définitive si finalement cet appel d'offres aura lieu ou pas. Or, aujourd'hui, Serge Kabongo, ce qui nous rend fragiles face aux causes exogènes, notamment dans le secteur pétrolier, c'est justement le fait de cette faiblesse en termes de productivité. Et le gouvernement congolais en a pris conscience, a pris la dynamique. On a vu l'activisme de Didier Boudimbo ici, pouvoir réussir alors que depuis 2007, on s'est battu avec l'Angola pour pouvoir trouver un accord pour l'exploitation de ce bloc 14. Finalement, on a réussi à l'avoir. Et au-delà de ça, il y a d'autres questions, notamment la question de comment évaluer le potentiel sur le secteur pétrolier de la RDC et pouvoir en profiter suffisamment. Depuis 2003, ce sont des discussions qui demeurent dans le fond. Mais maintenant, dans la mise en œuvre, je suis en train de poser la question, qu'est-ce qui finalement nous bloque ? Aujourd'hui, je comprends, c'est un contexte naturel qu'on ait un problème en termes de pénurie de pétrole, c'est dû aux questions de politique, mais également quelques raisons dans la taxation évoquée par le ministre de l'économie. Mais maintenant, là, la meilleure façon de pouvoir juguler cette crise-là, la meilleure façon de pouvoir, renflouer le marché et répondre suffisamment à la demande, c'est de pouvoir augmenter notre capacité de production, ce qui finalement nous permettra de pouvoir se mettre à l'abri. Éviter un peu les chantages de ces pétroliers. Parce qu'il ne faudra pas oublier aussi, on parle aujourd'hui, pour le cas du Katanga, c'est un problème aussi de stockage. On est en rupture de stock, en manque, justement parce que l'approvisionnement, tant qu'on dépendra, tant que l'influence extérieure demeurera impressionnante et importante, finalement, c'est les genres de situations qui nous mettent très mal à l'aise. Et ça encore, ça traduit une faiblesse de politique. Si on arrive à ces niveaux-là, ça veut dire la politique d'anticipation semble poser un problème, surtout dans le secteur. Vous parlez du Katanga, justement, d'où Jésus. C'est vraiment du chantage ou bien réellement qu'il y a un problème de stockage? Ils évoquent deux éléments. Le ministre lui-même l'a reconnu, mais il a dit relancer les discussions avec les opérateurs du secteur. Problème de manque à gagner, et l'État, qui jusqu'à là ne sait pas honorer ses engagements vis-à-vis des pétroliers, mais aussi un problème de stockage. Mais est-ce que parlons de stockage, on apprend aussi qu'il y a quand même la fraude à grande échelle, surtout dans la partie est, du côté Katanga. Et c'est peut-être quand l'État veut coincer que ces gens-là disent qu'il y a un problème de stock. Là, les opérateurs économiques ne sont pas aussi assurés sur ce secteur-là. Merci beaucoup, Serge. Avant de répondre à la question, vous avez l'habitude de me demander qu'est-ce que le journal Liberté Actu a publié en termes de titres. J'aimerais quand même qu'on déroge à cette règle. Allez-y, on s'est la partie comme de l'émission. Vous savez tellement que les détournements, à un moment donné, étaient devenus comme le mode de gestion. Les gens sont sur leur qui-vive, même quand il s'agit de rien. On a peur même de son propre ombre. Ah oui, oui. Je fais allusion ici à des informations malheureusement qui sont relayées par une certaine presse faisant état du détournement du projet 145 territoires. À peine lancé. Mais mon Dieu, l'argent n'a pas encore été décaissé. Comment on parlerait des détournements? Et malheureusement, on attribue cette fausse information à l'inspection générale des finances. À Jules Alinguet, les pauvres. Et donc, la vraie information, c'est les réseaux sociaux. Je me suis intéressé à ça. Du coup, quand j'ai vu l'information, j'ai appelé mes sources au niveau de l'IGF, quand même dire Yves Bouya, mes câbles. Effectivement, c'est de l'intox. Mais comme lui, il dénonce trop de détournements, on pense à lui attribuer des comment un projet 145, un projet qui vise le développement des territoires, dont l'argent n'a pas encore été décaissé en faveur de ces territoires, on va parler des détournements et on attribue à l'IGF, donc il s'agit d'une fausse information. Il n'y a rien de tel, il n'y a pas de détournement. Et l'IGF n'annonce même pas, n'alerte pas sur un prétendu détournement du projet 145 territoires. Ce projet d'ailleurs important qui vise à développer nos provinces. Imaginez-vous, Serge Kabongo, vous prenez des territoires, des petits territoires dont les administrateurs n'ont peut-être pas jamais
vu à bénéficier dans leur caisse des 1 million ou 100 000 $. Avec 1 million de dollars, par exemple, on peut construire des écoles, des maisons, etc. Et pourquoi pas entretenir même les routes. Entretenir des routes. Surtout que vous savez, les routes secondaires posent problème parce que la plupart, surtout s'agissant des provinces, il y a beaucoup plus de productivité en termes agricoles et on ne sait pas amener cette productivité dans les grands centres de consommation. Ouais. Et donc c'est un projet salutaire. L'alerter ainsi, je crois que c'est de l'intox, ça vise juste à saper l'action du président de la République et à le mettre sur le chef de l'IGF. C'est de l'intox et c'est très méchant. Donc je me suis intéressé à... Allez, produits pétroliers. Oui, je reviens à ce que j'apprécie la pertinence de mon ami Diana. Mais je vais ajouter... C'est pas les vrais Diana, parce que j'étais avec les vrais Diana. Non, les Diana fils. Ah oui. Comme moi, je ne suis pas les vrais Bélédou. Il profite du nom de son père pour ça, c'est connu de tout le monde. Comme moi, je ne suis pas le vrai Bélédou. Ah ouais, Paix à son âme. J'ai enlevé le nom. Allez-y. Et donc, Serge, il faut préciser ici que Kinshasa, jusque-là, n'est pas concerné par cette pénurie, mais il y a des spectres. On voit, justement, il y a des spectres. On voit à la porte de Kinshasa déjà des spectres. Et il se pose un problème de la logistique à Kinshasa. Moi, je ne serais pas étonné si demain, on nous dit que Kinshasa, le carburant, les prix de pétrole augmentent à la pompe augmenter. Parce que CEP Congo vous dit clairement que nous sommes en carence de la logistique. Il faut rappeler ici que CEP Congo s'occupe de la logistique, du transport, des stocks jusqu'à la cheminée au niveau des distributions. Ouais. Et donc, il y a un problème sérieux de la logistique au niveau des CEP Congo. Le rapport est établi, je crois que ça sera aujourd'hui sur la table du ministre Boudimou qui va le présenter au président de la République et aux autres membres du gouvernement. Le problème, il est réel. Il se pose un problème de la logistique. Et donc, moi, ça ne m'étonnera pas que demain, on nous dise, par exemple, que le pétrole à la pompe, 1 litre n'est plus à 2000 francs, on le négocie désormais à 2200 ou 2300 francs. Parce qu'il se pose un problème de la logistique. Et d'ailleurs, certaines, comment on appelle ça, stations d'essence ferment déjà parce qu'ils ne savent pas. Ils vendent comment s'y prendre à géométrie variable. Ouais. On ne le sent pas encore, mais bientôt là, si on se réveille un beau matin et qu'on nous dit il n'y a pas de transport parce que les corollaires c'est ça, il n'y aura pas de transport, ne soyons pas étonnés parce que le problème il est là, il est réel avec CEP Congo. Mais il faut dire ici que les hydrocarbures ne régulent pas les prix. Non. Voilà, les hydrocarbures, c'est la tutelle. Oui. C'est-à-dire, ça s'occupe du stock, etc. Mais le vrai problème ici, c'est au niveau du prix. C'est là où je rejoins mon ami Diana. Mais qu'est-ce que le ministère de l'économie va nous proposer? Je commence par le cas du Katanga. Au Katanga, par exemple, le problème, il est réel. Et il y a aussi la fraude du Jésus. Ces opérateurs là au niveau du Katanga, ils sont dans la fraude. Mais quand l'État veut pincer, il crée la rareté. Oui, il ne suffit pas simplement de dire qu'il y a la fraude, Serge. Les problèmes avec nous, c'est qu'on jette beaucoup plus de l'opprobre sur le patronat, mais on ne s'intéresse pas à la responsabilité de l'État. Moi, je pense qu'au Katanga, le problème, il est sérieux. D'abord, il faut signaler ici que le pétrole, partout dans le monde, a un prix juste. Le prix réel, en termes économiques, je crois qu'on dit le prix des vérités. C'est au-delà de... Il n'y a qu'au Congo où on vend le pétrole à moins d'$1 par litre. Il n'y a qu'au Congo. Je ne sais pas, l'émission est suivie, renseignez-vous même sur Internet. En France, par exemple, on vous dira que c'est 1,5 ou 1,10 les litres. Et donc, pourquoi au Congo c'est à un prix réduit? Simplement parce que l'État subventionne justement. L'État prend en charge quelques prix. Mais pas au moment où, parce qu'au moment où nous parlons, il faut le dire, nous avons pratiquement fait 5 mois où l'État congolais n'a pas payé ses subventions. Et la conséquence logique dans les Katanga, c'est que ces gens-là se disent, bon, comme un peu tu l'as dit, c'est un peu faire chanter l'État, mais au fait c'est ça aussi la réalité. Nous n'avons plus de subventions et pour combler ces vides, nous devons obligatoirement augmenter le prix. C'est ce qui se passe au Katanga. C'est-à-dire quoi? Ils achètent en dollars, mais il y a ce que les gens appellent les prix moyens frontières. Exactement. Quand on convertit en francs congolais, ils ont des manques à gagner et l'État vient suppléer. Et ça fait 5 mois que l'État ne donne plus. Ne donne pas. En tout cas, je tiens l'information des sources sûres. Oui, je vous confirme ce que vous dites. Et donc, c'est ça tout le problème. Et donc, Serge Kabongo, il faut préparer le moral de nos compatriotes du Katanga pour leur dire, déjà au Katanga, les prix des carburants, c'est x2 ici à Kinshasa. Oui. À Kindu, c'est à 13 000, je crois. À 13 000, je ne vous parle pas du Kasaï. Et donc, les Katanga, par exemple, c'est un peu compliqué. Et donc, la solution ici, c'est quoi? Il faut que le chef de l'État prenne des mesures qui s'imposent. Parce que ça rentre dans le social, malheureusement. Serge,
c'est là où je mets la responsabilité du ministère de l'économie. Il faudrait que, j'ai l'impression que le ministre de l'économie, d'ailleurs je salue les efforts qu'il est en train de faire, mais s'agissant des questions des prix, et il y a beaucoup de tâtonnements. Diana l'a dit. On a vu avec cette histoire de chinchard, on aurait acheté 27 000 tonnes en Namibie, et puis aujourd'hui on nous dit que les tonnes arrivées au Congo, c'est moins de 5 000 ou 10 000 tonnes. Et donc, où sont partis le reste des tonnes? Et l'argent que l'État congolais a investi, on n'en parle pas. Et c'est pourquoi j'apprécie beaucoup plus les journalistes de l'outre-mer lorsqu'ils vous disent, par exemple, le billet retour. On revient toujours à des dossiers comme ça pour dire au ministre que nous n'avons pas oublié. On a l'impression qu'on a oublié, mais on a géré cette histoire avec beaucoup de tâtonnements. La fête est passée et les gens oublient. Justement. Alors, je crois que s'agissant de la question du pétrole, il ne faudrait pas aller cette fois-ci avec un bras de fer avec les pétroliers. Je pense qu'on n'aura pas une bonne solution. Il faut rester sur les échanges responsables, il faut relever les options responsables au niveau du Conseil des ministres, il faut que le président de la République s'implique personnellement pour résorber cette question de pénurie de... Si je comprends bien, il insiste sur le fait que les dialogues doivent être permanents. Permanents, entre le patronat et l'État congolais. Ne pas faire comme dans les cas des chinchards, on met les patronats de côté, l'État se substitue en commerçant, va négocier les quotas, et lorsqu'il se pose un problème de ravitaillement, un problème de transport, un problème de pêche, l'État craque parce que l'État a craqué. Le ministre a craqué et maintenant on a encore fait recours à ce patronat-là au privé et ils ont dit non, vous ne pouvez pas vous moquer de nous. Et il semblerait même que égal, moi je pense qu'ils avaient leur droit de refuser. Ils ont dit non, mais nous, vous ne nous avez pas associés, comment voulez-vous que nous venons en aval? Et donc il faut parler cette fois-ci, lever des options responsables pour que les choses évoluent et non l'État se substituer en commerçant parce que Diana, dans une société moderne, ça marche pas. Les réajustements, c'est à quel prix? Moi, je crains. Nous vivons dans cette ville, nous vivons dans ces pays. Qu'est-ce font les opérateurs du transport, dans les secteurs de transport? Et ils attendent que des moments de spéculation comme ça pour augmenter unilatéralement les prix. C'est-à-dire, ça va toucher là vraiment au social, directement. Alors, le ministre annonce les réajustements dans 48 heures. Peut-être ça va intervenir aujourd'hui ou demain. J'espère que ça sera un réajustement de 100 francs ou de 200 francs. Ça dit quoi? L'État n'est plus à mesure de payer, alors il demande à vous, peuple, de prendre ça en charge. C'est ça le terme. Un peu comme le contexte avec la gratuité de l'enseignement en 1980, à cause des déficits et les fondements des structures économiques, finalement on a décidé de trouver un autre moyen, que le consommateur puisse soutenir justement la situation. Je crains l'impact de ces réajustements maintenant sur les transports en commun. C'est vrai, on doit craindre Serge Kabongo. Pourquoi? Parce que, vous savez, vous avez aucun élément ici. Est-ce que les opérateurs font de la rétention de stock pour faire monter la pression au gouvernement congolais? Ça peut être le cas, ça peut ne pas être le cas. Le cas peut être réellement par... Vous savez, c'est des gens, c'est des commerciaux. Eux, les marges d'intérêt, c'est ce qui dicte la loi en cette matière-là. Et que finalement, quand on parle d'après 5 mois, il est normal qu'un importateur se retrouve à court de stock. C'est en termes de millions. C'est en termes de millions. Exactement, en difficulté d'approvisionnement. On peut vouloir le voir comme étant une forme de pression, mais ça peut être également une situation réelle, même si on sait que la fraude aussi, quand vous parlez de la fraude, il faut reconnaître que quand on parle de la fraude dans le secteur pétrolier, il y a beaucoup de membres dans l'administration publique qui seront tassés parce que c'est eux aussi les profiteurs et les bénéficiaires. Maintenant, sur la question de ces réajustements, à ce stade ici, je ne sais pas, mais je peux m'imaginer que quand on parle de ces réajustements, c'est justement l'État va pouvoir dégager une marge, voir à la mesure du possible comment permettre aux opérateurs de pouvoir récupérer un peu ces manques à gagner et trouver une autre convention qui leur permettra, et je suis sûr que cela aura l'influence sur le prix, le prix sera revu à la hausse certainement. Question de ne pas permettre cette situation de crise. Ça fait partie des mécanismes de résolution de problèmes. J'ai évoqué ici, il y a plusieurs cas où l'État congolais s'est retrouvé dans ces contextes-là. L'État, pas seulement congolais, comme partout ailleurs, a fini par trouver un moyen de se faire épauler justement par les opérateurs. Mais la question maintenant que moi je me pose ici, est-ce que c'est parce que l'État n'est pas en mesure de pouvoir honorer ses engagements en termes des prix moyens frontières, ou aujourd'hui c'est juste parce que
on estime qu'on a beaucoup d'autres priorités et que finalement, pour régler la question, il fallait trouver un moyen, un juste milieu dans l'ajustement de prix. Ça, c'est une question. Je préférerais 1000 fois la première solution qu'on garde parce que c'est justement ce qui a permis à la RDC aujourd'hui de pouvoir ne jamais avoir, même quand il y a des spéculations, même quand il y a des problèmes d'ordre structurel dans les secteurs. On ne sent pas vraiment les coups, les chocs. On n'a jamais senti. Chez nous, les marges de progression ou encore les marges de hausse sont généralement très faibles. Alors, raisonnons, dans votre deuxième hypothèse, pour relancer un peu les débats, dites-vous que l'État s'est dit il a beaucoup d'autres priorités, il ne sait plus remplir ses engagements vis-à-vis des pétroliers, il laisse ça être pris en charge par les consommateurs que nous sommes. Vous pensez que c'est une priorité de l'État qui se déleste de ses engagements, et pendant ce temps, c'est des engagements qui, en principe, devraient jouer en faveur de cette même population à qui l'État expose maintenant pour prendre en charge. Malheureusement, le contexte ne s'y prête pas. On serait dans un contexte différent. Ça fait partie, je le dis, de moyens, mécanismes de résolution de crise entre le secteur public et le secteur privé. Cette question, je crois que s'il y a lieu de pouvoir les discuter, le chef de l'État a pris une résolution. Je crois qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la CCA, la cellule climat des affaires, qui veut aller dans le sens de pouvoir entretenir le tandem entre le secteur public et le secteur privé. Malheureusement, cette cellule-là aussi, il faut le dire, ne travaille pas. Parce qu'au mois de janvier, on devrait normalement avoir un cadre d'échange, un cadre permanent qui permettrait au patronat de pouvoir soumettre leurs problèmes de manière directe et résoudre le problème. Malheureusement, à ce stade ici, la plupart de ces structures ne travaillent pas. Mais sur la question de l'ajustement des prix, comme vous, je suis un observateur, j'attends voir un peu comment, même si j'ai l'impression que le ministère de l'économie dans les négociations semble ne pas avoir de personnes ressources, je suis en train d'attendre à quel niveau et quels seraient les résultats qu'on va nous apporter dans ces négociations avec les opérateurs économiques, mais aussi, Serge, permets-moi de chuter, livrer, laisser un total pouvoir aux opérateurs économiques quand on connaît le contexte et quand on connaît la nature, comme vous venez de le dire, véreux de ce genre. Et certains Congolais qui profitent généralement derrière ces gens pour donner quelques avantages et pouvoir rouler le caisse de l'État, moi je crains que finalement, ces prix-là, c'est vrai, on parte sur cette base-là, mais qu'on laisserait la liberté aux opérateurs économiques de pouvoir, cette fois-là, se tourner vers le consommateur et que finalement, on tombe dans une crise qui risque de s'agrandir du jour au lendemain. Mais vous savez que quand ça touche au carburant, ça touche au transport en commun, ça va toucher au panier de la ménagère. Au panier de la ménagère, forcément. Mais c'est clair. C'est-à-dire, c'est un secteur clé. Hein. C'est clair, Serge, ça risque encore... La Sonaïdo, ça fait quoi? C'est l'histoire de la Sonaïdo, là. Et ils font quoi? Oh, mais Serge, c'est une jointe venture. Où l'État a de grosses parts pour la commercialisation de produits. Serge, moi je crains que si les options levées ou les mesures qu'on attend aujourd'hui, les mesures annoncées par les deux ministres, le ministre des hydrocarbures et de l'économie, allaient dans les sens de responsabiliser les consommateurs que nous sommes dans le réajustement des prix, augmenter le prix du carburant, ça va encore jouer mal sur le social du Congolais qui patauge déjà. C'est ainsi que si, Serge Kabongo, j'ai appelé à des mesures responsables, réfléchies. Imaginez-vous, nous sommes au mois de janvier, où la crise déjà, on le sent très palpable. Je le dis ici que la crise de pétrole est à la porte de Kinshasa. Et les tensions qu'il y a, et les tensions politiques, et les tensions économiques... Tensions de Kabound ici. Toutes les tensions, si on ajoute à cela cette crise de plus, Serge Kabongo, ça ne sera pas très bien pour les bilans de Tshisekedi. La SECO n'attend que ça. La SECO n'attend que ça. Justement. C'est pas la SECO. Les transporteurs eux-mêmes vont augmenter les prix avant la grille tarifaire. Quand il n'y a plus, ils augmentent le prix. Ils augmentent imaginez maintenant qu'il y a les demi-terrains. Bah justement, c'est ainsi que je veux rappeler un principe sacro-saint de gestion. Terminé par là de Jésus. Qui dit gouverner, c'est prévoir. Très bien. Si aujourd'hui, le Katanga, ça bouge, parce que je pense que nous sommes sur un chemin... Il y a des longues files d'attente de véhicules. Hein. Mais je vous dis... J'ai vu un reportage terrible. Je vous dis, Serge Kabongo, ce n'est pas de la blague. Demain, ça va exacerber la tension sociale. Et si ça arrivait à Kinshasa, ça sera pire. C'est ainsi que j'en appelle à la responsabilité du président de la République pour qu'on trouve des mesures concertées, c'est-à-dire entre le patronat, le pétrolier et l'État congolais,
en vue de juguler et ne pas responsabiliser les consommateurs parce que le moment n'est pas propice. Surtout qu'ils ont déjà bouffé l'argent des rames, ils vont encore nous... Justement. Ça sera vraiment terrible. Très bien. D'où Josué Beledou, Mike Gardi Diana. Cette émission va se poursuivre, madame, messieurs. Si vous venez de nous rejoindre, merci à vous. Bienvenue. Qu'est-ce que c'est le dernier numéro de cette semaine? On analysait tout à l'heure cette rareté de l'or noir, le pétrole s'est fait de plus en plus rare à la pompe. Les mouvements est constaté d'abord à l'Est, mais aussi ça commence à gagner, comme Josué l'a dit, petit à petit, la partie sud de la République et le gouvernement annonce les réajustements. On parle des problèmes des manques à gagner que le gouvernement ne sait plus honorer vis-à-vis des opérateurs du secteur, mais aussi ce qui crée par ricochet les problèmes des stockages. Vous avez peut-être pas suivi les analyses des uns et des autres. Je me ferai ce luxe de pouvoir faire un petit résumé à la fin de cette émission. D'où Josué Beledou, on peut prendre les 5 dernières minutes de cette émission pour parler de ce que moi je vais qualifier d'une vraie ou fausse démission ou une démission virtuelle. Les temps effacent les idées, l'eau a coulé sur les ponts, il n'y a que les médias qui accentuent maintenant les débats, mais il semble-t-il, au niveau interne, on a fumé le calumet de la paix. Non, Serge, je ne peux pas dire qu'on a fumé le calumet de la paix, ça c'est une fausse information. Encore hier, j'entendais les députés provinciaux UDPS désavouer Jean-Marc Abound. Ceux de Kinshasa. Ceux de Kinshasa. Ils n'ont même pas donné un sénateur à l'UDPS, 12 députés. Bon, malheureusement, bande de corrompus, là. Malheureusement, Serge Kabongo, c'était avant les députés nationaux. Oui. Mais je crois que si on est arrivé là, il y a quand même une responsabilité. Et je crois que Kabound a manqué l'âme d'État. Parce que je ne peux pas comprendre, moi en tant que journaliste, je ne peux pas comprendre que ce fait que moi, à un moment donné, je puis considérer de bénin, nous arrive à ce genre de choses jusqu'à fissurer le parti présidentiel. Je pense que Tshisekedi en souffre. Il y avait une possibilité de faire taire ces débats. Kabound, qui s'est substitué à un moment donné, je ne sais pas, en police de circulation routière, pouvait prendre juste les éléments, aller, comme le dit Kassongo, le remettre à qui de droit pour que ce Moura-là, justement, soit... il existe une maison militaire. Mais pourquoi l'amener de manière un peu spectaculaire, arrêter Moura, les armes, etc., le ridiculiser jusqu'à ce que le lendemain, tout le scénario, je n'aimerais plus revenir sur ça. Maintenant, il faudrait voir la perspective. Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Je crois que tout va se jouer au mois de mars. Je parlais avec Eric Massimo, que je salue en passant. Il m'a dit, Beledou, ça m'inspire un titre. Session de mars, il a ajouté le grand inconnu pour Kabound. Et donc, le sort de Kabound, je crois que sera scellé. Et c'est déjà presque scellé aujourd'hui avec les réactions des uns et des autres. Je pense que Kabound est sur un schéma de non-retour, d'abord au niveau de son perchoir à l'Assemblée nationale. Lorsque vous avez les députés UDPS ainsi que les députés Union Sacrée qui vous désavouent Serge Kabongo. Non, ça, ce sont les aigris, comme à non, vous pouvez beau dire... Ce sont des ennemis. Ils ont de la haine vis-à-vis de Kabongo. Je suis en train d'analyser... La haine et la haine. Je suis en train d'analyser le réalisme politique. Et le réalisme politique voudrait que si ces députés désavouent Kabound, qui sont majoritaires, c'est tout à fait normal que lorsqu'on va ouvrir la session prochaine, que Kabound soit déboussolé. Ça sera une humiliation. Ça sera une humiliation. Il faut préserver son honneur. Justement. Et donc, l'attitude maintenant de Kabound, il faudrait l'analyser. Que va être l'attitude de Kabound? Jusque-là, il y a un tweet certifié entre guillemets. Jusque-là, Kabound n'a pas encore démissionné, parce que la démission, c'est un acte privé, personnel, mais administratif. Il faut qu'il aille le déposer et qu'on prenne acte. Mais il ne l'a pas encore fait. Pourtant, on a vu Mbosso, qui est le président de l'Assemblée nationale, aller jusque chez lui pour supplier Kabound de démissionner. Kabound ne l'a pas fait. Alors, à quel jeu joue Kabound? Est-ce que Kabound ne veut pas pourrir le parti en interne pour fragiliser le parti en 2023? Les débats maintenant s'installent à ce niveau. Parce que c'est lui qui est le détenteur de ce fameux mandat spécial. Mais justement, il y a une frange qui est très radicale vis-à-vis... C'est lui-même qui va même signer la liste des candidats députés IDPS, envoyés à la CENI. Justement, bien qu'on dit, les présidents des groupes parlementaires qui l'ont désavoué n'appartiennent pas à l'UDPS. Les présidents des groupes parlementaires... de l'Union sacrée. Voilà. Et donc, c'est pas nécessairement Kabound. Mais le problème, c'est que
Kaboun devrait aller jusqu'au bout de sa logique, moi je pense à ces stades de choses. Parce qu'il s'est installé déjà un climat de méfiance entre le chef de l'État et Kaboun. Vous posez la question par exemple... qui fragilise les partis. Ben justement, la non, machine déjà, vous savez qu'il y avait une fissure mais qui ne disait pas son nom. Avec la branche Chilumbu, Kazadi et les autres qui ne sont pas en honneur de sainteté. Les deux avec commissions du parti là, la Convention démocratique, et la CEP, je crois, avec Wankenda et les autres. Il y en a qui vous disent qu'il faudrait maintenant revenir à la légalité. Oui. La légalité, selon eux, veut dire quoi? Il faut que le CEDEP, qui est composé des députés nationaux, qui est composé des mandataires de l'Union, du parti, qui est composé des ministres du parti, des cadres du parti, et ils vont vous dire que le CDP, c'est au-delà, la CDP, je crois, la Convention démocratique, c'est au-delà même, au-dessus, ça plane au-dessus du secrétariat général. C'est après les congrès que vous avez fait. Après les congrès, il faut confier maintenant le tout au CDP, mais on sait que Kabound ne va pas accepter si facilement tout ceci. De l'autre côté, les Chilumbu et les autres vous disent, mais Kabound, le mandat spécial dont il détient et qu'il brandit à qui veut l'entendre, c'est de l'illégalité. Ils l'ont dit, ce n'est pas... On peut attaquer ça au Conseil d'État. Justement. À tout moment. Justement, parce que le président de la République, qui est président de la République, n'a pas à faire un mandat spécial pour les comptes d'un parti politique. Et donc... Non, même pas les mandats spéciaux n'est pas... comment on dit, ce n'est même pas dans les statuts de l'Union. Et donc, Kabound, pour éviter tout ça, parce que la guerre maintenant, je termine par là, la guerre maintenant ira en interne au sein du parti. Il semblerait même que... Il est seul? C'est l'homme seul ou bien il a encore des soutiens? Il semblerait même que... Au fait, des soutiens dont je parle ici, c'est vrai que l'UDPS est un parti des masses. Mais lorsque vous regardez l'histoire ou l'historique de l'UDPS, ça commence toujours comme ça. Ça commence toujours comme ça, mais l'UDPS, à l'origine, Serge, je le disais sur VOA avec Marius Muunga, les partis politiques au Congo comme en Afrique sont intimement liés, d'abord, un, à leur tribu, et deux, au créateur ou à l'autorité morale, à la famille. Il faut le dire. Avait créé un mouvement de libération du Congo ici. Ah, voilà, ça n'a pas marché. Alors imaginez-vous, Serge Kabongo, le MLC de Jean-Pierre Bemba, un beau matin, un certain Nzazi du Bandundu se réclamait président du MLC. Je pense que les Mbandi vont se lever et ça risque d'être un scandale. Merci beaucoup. Et donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, Kabound a déjà un parti politique, décision finale, pardon, je termine par là. Mais lorsque déjà on vous dit que vous êtes en disgrâce avec Maman Marthe, ah oui. Ah ben ça, écoutez, Serge Kabongo, je ne sais pas comment ça va se faire. La logique voudrait que Kabound aille se concentrer, moi je pense à mon humble avis, parce qu'il tient aussi à sa survie en tant qu'homme politique. C'est un homme politique, c'est un acteur politique aujourd'hui important dans la scène politique. Il peut se concentrer sur la décision finale qui est son parti politique qui existe et laisser l'UDPS, parce que s'il restait au sein de l'UDPS avec ce climat malsain qui règne au sein du parti, ça risque d'être compliqué et le parti risque de pourrir en interne. Ah oui. Moi, je vais quand même dire à haute voix toute mon amertume dans cette affaire, c'est que la République est tombée trop bas. On n'a assisté à aucun procès pendant qu'on a vu des militaires, des policiers en train de raver des armes à un militaire. On a vu un escadron mobile des militaires faire un déplacement, venir dans la résidence d'un député et premier vice-président, faire tout ce qu'ils ont fait. Aucun procès, mais si c'était des petits peuples, même pas la société civile demande des éclairages, aucune enquête. Ça, c'est ce qui me choque. Au-delà du fait que ce soit Kabound, il peut négocier comme j'apprends qu'à l'IDPS, il n'y a plus rien. C'est entre fils, ça va se régler. Mais c'est la République qui est aujourd'hui déshabillée. Et l'état des droits vers ce que la justice soit les maîtres mots. C'est le dernier rempart dans une démocratie. Serge Kabongo, votre inquiétude, je crois que devrait être la voie de la sagesse, et je me suis rendu compte que finalement Jean-Marc Kabound ne s'était pas rendu compte qu'il était un funambule. C'est-à-dire, il n'y avait qu'un bout de fil, sur un fil que tenait l'ensemble. Parce que je veux revenir sur un élément, c'est que déjà l'UDPS, je dis, quand on regarde l'historicité de la vie politique, n'a tenu qu'à cause de deux faits. Au-delà du fait que les partis sont dans la logique de la politique paroissiale, et que l'UDPS, comme le PALU, a tant soit peu survécu à cela, c'est le fait de se retrouver dans le contexte du pouvoir aujourd'hui et finalement d'avoir eu à la tête, avant l'accession au pouvoir, un fils qui a apporté la dimension biologique. Mais finalement, le pouvoir qu'on avait déposé à Jean-Marc Kabound, moi je crois que
sa personnalité lui a joué de tout. À ces stades-là, en tant que premier vice-président, parce que la maison qui a été saccagée, on considère que c'était on est allé violer la résidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ça, c'est la République d'abord. D'abord, l'approche devrait rester institutionnelle. Voilà. Dans le sens où les militaires ont violé cette résidence-là, il y a une cour, il y a l'auditorat militaire qui peut se charger de ces histoires. Ces militaires-là sont désormais les membres de l'IDPS. Parce que si on pense qu'il faut que ça soit réglé entre l'IDPS. Donc nous considérons que ces militaires qui étaient venus chez Jean-Marc Aboud, ils étaient venus chez leur président. Ne fais pas ça. Non, ils sont pas. Demain, ces militaires-là peuvent aller chez Mbosso. Chez Mbosso. Ou chez Bahati. C'est là où tout a été faussé. On reste dans l'approche institutionnelle. Et maintenant, parce que nous savons tous qu'au-delà de ce qui s'est passé, ce n'était que une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En interne, cela a révélé des dissensions. Et que facilement, il fallait aller présenter ses indignations au niveau du parti pour quelqu'un qui est dépositaire du pouvoir. Je crois qu'il y avait plusieurs façons de pouvoir le faire. Jean-Marc Aboud, je crois qu'a voulu faire une forme de pression, mais ce qu'il a oublié, il est tombé dans un jeu et qui ne s'est pas rendu compte que beaucoup de gens reprochaient à lui la même chose qu'on reprochait à Vital Kamerhe. Prendre beaucoup trop de place, avoir beaucoup trop de pouvoir et donner l'impression qu'il y a deux rois dans une même tanière. Et que finalement, aujourd'hui, il est sorti de sa zone de confort et que les gens qui depuis toujours le contestaient, mais au regard du contexte, ne pouvaient pas dire tout haut. Ils commencent à le dire maintenant. Maintenant, ils ont l'occasion et ils se sont saisis de la frustration que lui pour la battre définitivement. La frustration que lui et la déception qu'il a générée dans le cœur du chef de l'État et des autres cadres secrets du parti. Belle occasion, belle trouvaille. Pour justement jouer sur cette fibre-là, rompre cette confiance-là et finalement l'emporter face à lui. Et je crois qu'aujourd'hui, il est en train d'étudier les paramètres. Avant que la session commence, je crois que si jamais en interne cette question n'est pas réglée, il fera mieux d'aller jusqu'au bout de sa démarche, sinon ça sera encore une humiliation. Mais Serge, je pense aussi que tout est allé un peu vite. Moi, je crois que c'est le premier mandat de Tshisekedi. Jean-Marc Aboud, je pense qu'en tant que quelqu'un qui a milité en faveur de ce pouvoir-là, il devrait accompagner quand même. Destituer à des reprises. Serge, s'il vous plaît. Le vrai problème ici, c'est un problème de leadership. Et c'est Bazo Willa Diamanté. Moi je vous dis, excusez-moi, j'analyse. Moi je n'entre pas dans ça. Mais Serge, déjà quand vous êtes député, moi et toi, nous sommes députés, mais moi je veux faire une action au-delà de 400 000 $. Combien nous sommes payés, bon, bien que je suis vice-président, etc. du bureau, mais quand je fais des actions à la dimension d'un présidentiable, il y a à réfléchir. Est-ce que les ambitions ne sont pas 2023? Jean-Marc Aboud, à peine même si les ambitions sont légitimes. 3 années, même si les ambitions sont légitimes, on ne va pas les faire. Non. On ne peut pas faire des donations comme Moïse Katumbi, par exemple, qui a travaillé pendant 17 ans avec Kabila, après, etc. Il est un homme d'affaires. On ne peut pas faire des actions comme Jean-Pierre Bemba, par exemple, qui est homme d'affaires, il a magasiné de l'argent, etc. Mais aujourd'hui, on peut sentir, même s'il ne le dit pas, on peut sentir des ambitions. Merci. Des ambitions de Jean-Marc. Mais moi, je pense, à mon humble avis, je termine par là, il fallait laisser les mandats de Tshisekedi se terminer. Le deuxième mandat de Tshisekedi, faire valoir maintenant ses ambitions. Merci. Et là, je pense et là, je crois que c'est un peu trop tôt. Ce débat va se poursuivre dans le couloir et vous aurez la suite de ces débats. Kiosque, vous aurez cette suite si vous avez réellement mon compte WhatsApp. Vous allez voir comment est-ce que les débats vont se poursuivre sur le compte Facebook et le compte WhatsApp. Madame, Monsieur, je vous dis grand merci parce que vous avez été de nôtres depuis lundi jusqu'au vendredi. Grand merci à vous, vos textos. Grand merci à vous pour vos remarques, mais aussi vos suggestions. J'aimerais dire merci à toute l'équipe technique qui nous a soutenus. Karine et Bébé qui étaient là, 4 sur 5. Moron Djambé 3 sur 5. Héritier 5 sur 5. Héritier, vous avez 5. Daïdi Koussaka 0 sur 5. On se retrouve lundi. De Doumontir, lui, c'est 3, parce qu'il n'était pas là hier. On se retrouve lundi, je crois bien, 9h30, pour la suite de ce magazine. Allez, ciao.